Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, durant cette présentation, je parle des arbres fontaines, des plantes fontaines en général. C'est une forme d'adaptation très très importante dans le monde végétal. Et vous allez voir durant cet exposé que ces plantes-là remplissent des fonctions écosystémiques très importantes dans les endroits où ils se trouvent. Donc, euh, Ici apparaissent le mot fontaine. Pourquoi ces arbres sont des fontaines? Parce que tout simplement leur fonctionnement ressemble à une fontaine. Donc vous avez tous certainement vu au moins une fois, deux fois durant votre vie une fontaine, que ce soit dans des espaces publics, privés, dans des jardins, etc. Et donc ici je tiens à signaler trois choses par rapport à une fontaine. Premièrement, chaque fontaine possède une source d'eau. Deuxièmement, cette fontaine va stocker cette eau. Et dans un troisième temps, cette fontaine, elle va évacuer cette eau, soit par aspersion, c'est-à-dire sous pression, soit par écoulement, c'est-à-dire sous la force gravitaire, comme vous voyez ici, par exemple, sur cette image. Alors, comment ça marche? Le mécanisme de ces plantes, elle est très simple. Donc, on a notre source d'eau ici sur le brouillard, ou bien les brumes. D'accord, ce sont des petites gouttelettes d'eau très minuscules qui se trouvent dans l'atmosphère en suspension. Et par conséquent, ils ont besoin d'un front de condensation pour se condenser et donner de grosses gouttelettes d'eau, d'accord, qui vont servir à quelque chose après. Donc ici, nous avons le brouillard, notre source d'eau. Elle va être évacuée par le vent, d'accord, parce que si nous n'avons pas du vent, un courant d'air, ce brouillard ne peut pas avoir une direction bien déterminée vers le front dont il va se condenser. Donc ici, le vent, c'est le transporteur de ces gouttelettes d'eau, d'accord, du brouillard, et la précipitation ou bien la condensation se fait sur ces plantes-là. C'est d'où l'appellation plante fontaine, parce qu'après, on aura le stockage de ces petites gouttelettes d'eau. Après, elles vont donner de grosses gouttelettes et par force gravitaire, par gravité, elles vont s'écouler et après, soit ils vont se retrouver dans la solution du sol ou bien ils vont être récoltés par la population locale pour servir pour des usages, que ce soit par des usages humains ou bien pour le bétail. Après, il y a une petite fraction de ce brouillard qui va se condenser directement sur les rochers, d'accord? C'est une fraction minime et il va se retrouver aussi dans la solution du sol. Donc, tout, tout, tout l'eau qui va se retrouver dans la solution du sol, il va servir pour l'alimentation de ces plantes-là et pour l'alimentation aussi de la faune, d'accord, qui se trouve au niveau du sol, de la microflore aussi, d'accord, et par conséquent, il va donner, c'est-à-dire une grande biodiversité au niveau de ces milieux-là, et c'est grâce justement à ces plantes-là. Donc, ces plantes-là travaillent comme attrapeurs de brouillard. Donc, ici, c'est une photo, d'accord, qui montre un arbre, d'accord, qui dégoutte de l'eau, d'accord, comme vous voyez ici. Et donc, en gros, c'est ça, comment fonctionnent ces plantes-là. Cette fonction de la fontaine, c'est-à-dire attraper les précipitations horizontales, ou bien occultes, quand on parle de précipitations horizontales ou bien occultes, c'est la même chose. C'est le brouillard, c'est la rosée, ce sont les brumes, toute précipitation qui n'est pas verticale, d'accord? Quand on parle de précipitation verticale, c'est les pluies, c'est la neige, mais les précipitations horizontales, c'est le brouillard, la rosée et les brumes. Ces plantes-là attrapent ces précipitations et par écoulement, ces précipitations se trouvent piégées dans l'écosystème où il se trouve ces plantes-là.
Donc, c'est une forme d'adaptation au milieu aride, d'accord? Parce que souvent, où on trouve ces plantes-là, les précipitations verticales sont très faibles. Les pluies, généralement, sont inférieures à 200-300 mm annuels. Donc, c'est peu, d'accord? C'est très faible. Donc, quelles sont les conditions d'existence de ces plantes fontaines? Nous avons deux conditions. Premièrement, il faut du brouillard qui soit très persistant parce que c'est notre source d'eau. Si nous n'avons pas de brouillard, on ne peut pas avoir l'existence de ces plantes. Après, nous avons la deuxième condition, c'est la localisation en montagne, d'accord, avec une altitude supérieure à 500-600 mètres, justement pour permettre la condensation. La condensation de ces petites gouttelettes d'eau sur les plantes. Donc ici, c'est deux exemples pour le brouillard. D'accord? Le premier exemple sur l'île de Saint-Ouen-Tao de l'archipel de Cap-Vert et le brouillard se maintient 200 jours par an. Donc c'est un brouillard persistant durant la quasi-totalité de l'année. Deuxièmement, c'est une photo qui montre le brouillard dans le désert chilien. Et vous voyez ici, c'est un brouillard très persistant. Comme vous voyez ici, c'est intense. Et donc, vous voyez que ici, nous sommes sur la côte. Donc, nous avons de la mer. Et ici, directement, nous avons une montagne. Donc, la localisation en montagne, c'est très important pour avoir la condensation. Donc, où on trouve ces plantes-là, justement dans les régions côtières et dans les îles, d'accord? Les régions côtières ici comme le Chili, le Pérou, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et autres zones. Les îles, par exemple, au niveau de l'archipel de Cap-Vert, l'archipel de Canaries, l'archipel de Galapagos et dans d'autres îles, bien entendu. Donc, dans ces zones-là, on trouve ces plantes qui sont principalement des arbres et des arbustes. Et la caractéristique commune de ces arbres et arbustes, qu'ils ont besoin ils ont un fort besoin en eau, d'accord? Et c'est grâce aux précipitations horizontales, grâce au brouillard, que ces plantes-là existent dans ces milieux-là. Donc, on verra après un exemple qui montre que sans brouillard, dans certains cas, on ne peut pas avoir ces plantes-là. Donc, ces arbres ou bien arbustes dans les écosystèmes où ils se trouvent, soit on va les trouver d'une manière isolée, des pieds isolés, soit groupés en bosquets, en petits peuplements, ou bien confinés dans les marges forestières. Alors, les forêts, on trouve ces espèces-là, que ce soit d'une manière isolée, embosquée ou confinée dans les marges forestières, s'appellent les forêts nébuleuses. Alors, nébuleuse, ça vient de la nébulosité parce que grâce au brouillard, que ces forêts existent, hein. Donc, on a deux types de forêts nébuleuses, à climat océanique et à climat sec. À climat océanique, c'est au niveau des îles et à climat sec, c'est au niveau des régions côtières. Donc, au niveau des îles, nous avons ici trois exemples, la forêt des Lauriers des Canaries, la forêt de Otago de Nouvelle-Zélande et la forêt de petit archipel chilien de Juan Fernandez. Et on verra ces trois exemples en détail. Pour un climat sec, je n'ai pas trouvé assez de détails, mais ici, deux exemples. Nous avons la forêt d'Elfe des collines de Pérou et la forêt d'oasis d'Erkoïst au sud du Soudan. Et vous pouvez consulter cet article qui a été publié en 1992 dans la revue de la recherche. L'auteur principal, c'est Gioda, c'est un hydrologue français. Donc, c'est un article très, très, très magnifique, d'accord, qui détaille tout ce qui concerne l'arbre fontaine. Donc, je vais le mettre dans la description pour les gens qu'ils ont besoin de consulter les sources. Donc, après, ici, nous avons le premier exemple, c'est la forêt des lauriers qu'on trouve au niveau de l'archipel des Canaries, au niveau de l'île de Saint-Hiro. Donc, ici, vous voyez, c'est l'archipel de Canaries, ici, c'est le Maroc, notre bel pays. Notre beau pays, pardon. Et donc, ici, nous avons l'archipel des Canaries et l'archipel est constitué par un certain nombre d'îles. Et parmi ces îles, on trouve l'île de Saint-Hiro, comme vous voyez ici, d'accord? Et ça, c'est le grandissement de cette île. Et vous voyez que
Dans le nord-est de cette île, on trouve une forêt, une très belle forêt, euh, qui s'appelle la lauricile. C'est une formation végétale formée principalement par les lauriers et il se trouve dans une altitude qui est supérieure à 600 mètres. Donc, nous avons la première condition, localisation en montagne, il est vérifié. Et pour le brouillard, on est dans une île, dans une île, il y a beaucoup de brouillard qui est très persistant. Et la situation encore joue un rôle très important parce que pourquoi pas, à votre avis, on n'a pas trouvé ces forêts, c'est par exemple là ou bien là. Cette localisation au nord-est, elle est très bien logique. Pourquoi? Parce que ici nous sommes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère nord, les alizés soufflent de nord-est vers le sud-ouest. Et par conséquent, si les alizés soufflent comme ça, si les alizés soufflent comme ça, il faut que ces alizés portent le brouillard, l'humidité, parce que n'oubliez pas que, comme j'avais déjà évoqué dans le mécanisme de ces plantes, si on n'a pas un courant d'air qui est très fort, le vent qui va porter cette humidité, on n'aura pas cette fonction. Donc le deuxième, ici, avant de passer au deuxième exemple, quelques photos qui montrent la lauricile. Cette forêt, bon, vous voyez ici, le brouillard, il est très persistant. Et il y a des arbres, d'accord, et des petites herbacées, d'accord, et une grande biodiversité, justement, grâce au brouillard. Alors ici, c'est le deuxième exemple. Nous avons la forêt de Otago au niveau de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande se trouve au-dessous de l'Australie, dans l'hémisphère sud. Et au niveau de Nouvelle-Zélande, nous avons une région qui s'appelle Otago. Et au niveau de cette région, on trouve une forêt très, très magnifique, comme vous voyez ici. C'est grâce au brouillard qu'on trouve aussi cette forêt avec beaucoup de plantes fontaines attrapeurs de brouillard. Donc, la forêt de l'archipel chilien de Juan Fernandez, c'est notre troisième exemple. Vous voyez ici la localisation de cet archipel. Ici, nous avons le Chili, d'accord, qui se trouve dans l'Amérique du Sud, pardon. Et vous voyez ici un grandissement de cet archipel, d'accord, de Juan Fernandez. Et au niveau de cet archipel, on trouve beaucoup de forêts de ce genre qui se trouvent grâce au brouillard, justement. Donc, ces plantes fontaines, en général, présentent un certain nombre d'adaptations, d'accord? La première adaptation, c'est la fontaine elle-même, parce que c'est grâce à cet aspect de la fontaine, c'est-à-dire être attrapeur de brouillard, que ces plantes-là existent. Et cette adaptation s'efface au stress hydrique, parce qu'il y a un manque d'eau dans ces zones-là. Après, nous avons l'adaptation à la faible luminosité. Pourquoi? Parce que justement, si on a beaucoup de nébulosité, il y a beaucoup de brouillard dans ces zones-là. Le brouillard, comme vous savez, il est constitué par des petites gouttelettes d'eau. Et ces petites gouttelettes d'eau, elles ont un albédo bien déterminé. Et par conséquent, si on a beaucoup de gouttelettes, beaucoup de brouillard, on aura moins de rayonnement solaire incident. Et par conséquent, on aura une faible luminosité qui atteint les basses couches. Donc, ces plantes-là ont développé un mécanisme qui est l'assimilation chlorophyllienne qui est très lente pour justement s'adapter à ce manque de lumière. Après, la troisième adaptation, elle est en relation avec la deuxième. C'est une adaptation au froid parce que si on a une faible luminosité qui atteint les basses couches, la lumière, comme vous savez, c'est la source c'est la source de la chaleur. Et si nous n'avons pas assez de lumière, on aura beaucoup de froid. Et par conséquent, le stress thermique dans ces zones-là, il est double par rapport à la moyenne parce que en général, en moyenne, dans certaines régions, on perd à peu près 0,5-0,6 degrés tous les 100 mètres. Dans ces zones-là, on perd jusqu'à 1,2 degrés tous les 100 mètres, c'est-à-dire c'est le double. Et ces plantes-là sont très adaptées au froid. Et c'est grâce à cette adaptation qu'ils vivent dans ces endroits-là. Alors ici, nous avons notre premier exemple, c'est l'exemple du café, Coffea arabica. Coffea arabica, c'est une plante originaire des hautes plateaux de l'Abyssinie.
au niveau de l'Éthiopie et elle est originaire des zones qui se trouvent à 2000 mètres d'altitude. C'est une plante d'altitude, d'accord? Et justement en 1991 à Yémen, ils ont mené une étude, d'accord, pour comprendre le fonctionnement de cette plante et comment une plante à fort besoin en eau existe dans des milieux où les précipitations verticales sont très faibles. Donc, la zone d'étude, c'est Mancha à Sanaa, d'accord, comme vous voyez ici. Nous avons ici, c'est l'Yémen justement, et ici, c'est notre zone d'étude, c'est Mancha, d'accord. L'altitude, c'est 1600 mètres. Et les pluies dans ces zones-là, c'est 350 mm annuels, c'est très faible. Mais ce qui est important, c'est que l'évapotranspiration maximale de la plante, c'est à peu près 1700 mm par an. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, premièrement, l'évapotranspiration maximale? L'évapotranspiration maximale, c'est l'évapotranspiration potentielle fois un facteur qu'on appelle un coefficient culturel. D'accord? Ça dépend de la culture en question. Ici, nous avons la plante, le caféier, et là, un coefficient culturel bien déterminé. Une autre plante, et là, un autre coefficient. D'accord? Ici, nous avons le TP, c'est l'évapotranspiration potentielle, c'est une demande climatique qui dépend des facteurs environnementaux, le climat, le sol, etc. Fois ce coefficient culturel nous donne l'évapotranspiration maximale de la plante durant l'année. Durant l'année pour le café, c'est 1700 mm. Mais la zone reçoit que 350 mm, c'est-à-dire il y a quelque chose, pourquoi ces plantes existent là, pourquoi le café existe dans ces conditions. Et justement, ces chercheurs-là ont installé des sondes sur la tige, pardon, et les branches pour mesurer la montée de la sève, d'accord? Et ils ont constaté que l'accroissement du diamètre est survenu la nuit, d'accord? Et l'alimentation pour cette plante-là se fait essentiellement par les précipitations horizontales, ça veut dire le brouillard. Et donc, ils ont constaté aussi que la montée de la sève cesse au tout début de la matinée. C'est-à-dire, quand on n'a pas de brouillard, la montée de la sève cesse de monter. Donc, notre deuxième exemple, c'est le garoué. C'est l'arbre fontaine qui a été évoqué au niveau de l'article de Gioda et Hall, d'accord? Que je vais laisser bien évidemment dans la description. Donc, le garoué, on appelle aussi l'arbre fontaine des îles de Canaries, qui se trouve au niveau de l'île de Saint-Hérault, qu'on a vu auparavant, parce que c'est un laurier qui se trouve au niveau de la lauricilve de Saint-Hérault. Et donc, on l'appelle aussi l'arbre saint. C'est un laurier, appartient à la famille des lauracées, qui est endémique des Madères et des Canaries. D'accord? L'espèce s'appelle Octea fuetens et la population locale l'appelle til ou bien tilo. D'accord? Alors, il s'est trouvé dans le nord-est de l'île de Saint-Hérault parce que sa présence, elle est très ancienne, d'accord, mais elle a été enracinée par un ouragan en 1610 et après, elle fut replantée avec succès vers 1948 et aujourd'hui, cette espèce se trouve au niveau de l'île, d'accord? Donc, le fonctionnement, bien les fonctions qui a rempli cette espèce au niveau de cette île, ce sont des fonctions très très importantes parce que vous voyez ici, c'est un dessin du Garoué édité en 1764 et vous voyez que les gens arrivent pour prendre l'eau, d'accord, qui dégoutte de cette plante-là, d'accord, pour servira pour que ce soit pour eau potable ou bien pour brevet du bétail ou bien autre chose. Bon, il y a quelques auteurs qui disent que même des populations locales de cette île ont servi de cette eau pour une agriculture de subsistance, mais il y a d'autres auteurs qui disent que c'est pas possible parce que finalement les quantités attrapées par ces plantes-là ne sont pas des quantités énormes pour servir à l'agriculture. Donc ici, nous avons une note très ancienne sur le garoui qui a été évoquée par Bautier et Verrier dans un livre. Ici, je cite, dans les parties les plus hautes de l'île, il y a des arbres qui dégouttent eau belle et claire qui en fosse auprès des arbres.
Donc, c'est très clair que ces plantes-là sont très importantes. Elles attrapent le brouillard pour, euh, pour satisfaire leurs besoins d'une part, mais aussi pour servira pour la population locale où ils se trouvent, pour la faune du sol, pour la microflore, pour les autres arbres aussi. Donc, c'est très important, c'est très génial. Donc, ici, je vous montre la photo du garouet, d'accord, de l'arbre. C'est réel. Donc, vous voyez ici, c'est pas un dessin, c'est la photo de l'arbre. Donc, vous voyez ici, au niveau du tronc et au niveau des branches, qu'il y a beaucoup de taches verdâtres. Ce sont des lichens, d'accord? Et ces lichens-là, ils ne peuvent pas s'installer s'il n'y a pas beaucoup d'humidité. C'est pour vous dire que ces plantes-là sont des attrapeurs de brouillard. Et c'est grâce à cette fonction que on peut trouver autour de ces plantes toute une grande biodiversité. Donc ici, je passe à la dernière diapositive. C'est la fontaine et la bio-inspiration. Alors l'homme a essayé de s'inspirer de cette fonction qui remplissent les plantes au niveau des écosystèmes à climat aride, à climat océanique aussi, dont les précipitations verticales sont très faibles. Et vous voyez ici, dans un projet qui s'appelle Disdera, qui a été lancé par Natura Aqua Canarias, c'est une entreprise, d'accord, qui a fabriqué des arbres métalliques, c'est-à-dire des arbres, des appareils métalliques. Cette entreprise l'appelle arbre fontaine métallique pour justement dire que c'est grâce à cette fonction qui font les plantes qu'on a essayé de fabriquer ces appareils. Donc ces appareils servent pour attraper le brouillard dans ces zones-là, pour justement servira de cette eau, que ce soit pour brever le bétail, que ce soit pour, comme eau douce pour les populations, etc. C'est très important. Et ils ont installé aussi des stations météorologiques automatiques pour connaître en temps réel la disponibilité de la ressource en eau du brouillard pour essayer de le collecter. Alors aussi, cette entreprise, elle a produit des filets attrape-brouillard destinés au marché de jardinage jusqu'à celui de l'agroforesterie, c'est-à-dire ils ont développé des filets attrape-brouillard qui attrapent le brouillard. Alors pour les jardiniers et pour les agroforestiers les agroforestiers de ces zones-là, pour essayer d'attraper cette ressource d'eau pour servira à des usages multiples. Donc, on a fini cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.